on vous entend parler, nous avons l'impression que il y aura certaines personnes qui perdront leurs emplois parce que là, vous mettez en place un système dont certaines tâches qui étaient parfaitement exécutées par certaines personnes, mais qui vont être prises en charge par l'intelligence artificielle. Vu l'évolution des outils et par exemple par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, vous pensez que certaines personnes perdront leurs emplois, vu que nous voyons qu'avec certaines automatisations, il y a certaines entreprises qui remplacent complètement certains postes par des outils IA. Bienvenue sur Dev Voice Space, le espace où le voix de la technologie et du professionnalisme prennent la parole. Ici, nous parlons des développements des logiciels, de l'intelligence artificielle, de carrière tech, de professionnalisme et de l'employabilité. Dev Voice Space, une voix pour votre carrière. Salut et bienvenue dans ce premier épisode de Dev Voice Space. Aujourd'hui, je reçois Junior Ngangeli qui est Deputy CTO chez KDA et Raphaël Boukassa qui est le manager des process automation à la Rabobank pour parler de l'intelligence artificielle, ses origines, son évolution et les enjeux technologiques qui transforment le monde aujourd'hui. Junior, Raphaël, je vous laisse la parole pour vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Merci donc pour la parole. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Junior Ngangeli. Je suis développeur. J'ai plusieurs années d'expérience. Actuellement, je travaille chez KDA Software où je suis deputy CTO. J'ai une formation de développeur. J'ai été développeur pendant presque plus de 8 ans et actuellement, je travaille en tant que deputy CTO. Merci. Oui, bonjour, moi c'est Raphaël Boukassa. Donc pour l'instant, je travaille à la Robank en tant que manager, comment dire, en charge des développements des applications au métier. J'ai une formation de développeur aussi d'intégrateur des solutions, de réseau. Euh, voilà, j'ai plus ou moins 18 certifications internationales, ce qui fait que ça me donne quand même une très bonne vue 360 degrés sur tout ce qui touche au système d'information. Voilà, merci. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est complètement démocratisée et nous savons voir son impact presque dans tous les domaines sans pourtant que beaucoup puissent comprendre ou connaître les vraies origines de l'intelligence artificielle parce que actuellement, nous sommes dans des systèmes intelligents. Presque tout est devenu intelligent aujourd'hui. Mais il serait mieux au fait de partager cette expérience et ces connaissances pour faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui, plutôt quelque chose qui existait il y a vraiment très longtemps et qu'il a subi des améliorations et de la croissance tout au long de l'évolution technologique. C'est ainsi que j'aimerais qu'on puisse avoir ce partage avec vous pour qu'on puisse comprendre quelles ont été les origines, quelles sont les évolutions qu'elle a pu subir tout au long des années et enfin parler de son impact sans précédent que nous sommes en train de voir dans le monde d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que le terme intelligence artificielle s'est démocratisé. Ces usages euh, sont maintenant ancrés dans notre quotidien et c'est devenu presque un réflexe de langage. On le voit dans l'éducation, dans le divertissement et même le contenu qui est généré dans les réseaux sociaux. C'est vraiment AI generated. Donc, on voit à quel point ça s'est incrusté dans le quotidien. Mais ce n'est pas une technologie qui date d'aujourd'hui, qui ne date pas de 2020 ou 2022 lors des premiers modèles GPT. Je vais plutôt parler pour parler des origines, je pense qu'il faut, je vais essayer d'être rapide, bien que il y a beaucoup d'éléments intéressants à prendre en compte, mais je vais revenir aux fondamentaux pour parler de vraiment la définition où on voit l'intelligence artificielle comme l'ensemble de ces techniques informatiques qu'on va mettre en place pour créer des systèmes qui vont effectuer des tâches qui s'apparentent à l'intelligence plutôt, ou qui se réfèrent à une intelligence qu'on va dire qui imite l'intelligence humaine. Donc, on voit des systèmes informatiques qui vont réagir de manière un peu différente
de ce qu'on fait lorsqu'on part dans une logique de programmation où ça va être des systèmes qui vont être assez déterministes, qui vont exécuter un set d'instructions, mais ça ne va pas être au-delà à être comparé à de l'intelligence humaine. Donc là, si on revient, on va revenir jusqu'aux années 50, lorsqu'on parle du test de Turing, cette théorie qui va dire que voilà, pour qu'on dise qu'une machine est intelligente, il faudrait que un humain, ne sachant pas qu'elle est en train de discuter avec une machine, discute avec cette machine et ne sache pas que c'est une machine. Donc là, c'est dans les années 50, on a déjà ces notions-là. Ensuite, c'est autour des années 56 qu'il y a eu le terme intelligence artificielle qui a été créé. Et là, il y a eu cette initiative avec plusieurs chercheurs qui annonça un peu le goût, comment est-ce que que l'intelligence artificielle allait permettre. Donc, si je prends d'un point de vue technique, ce qui s'est passé, c'est on a le langage Lisp qui a été mis en place. C'était un langage qui te permet de créer on va dire des systèmes experts en mettant en identifiant tous les cas possibles et en les implémentant en dur dans le système. Et c'était des systèmes, à chaque fois, si on veut les faire évoluer, il n'y avait pas vraiment l'apprentissage réel, mais c'était des systèmes qui demandaient qu'on revienne dans le code si on veut les faire évoluer. Et le premier chatbot, celui qui ressemble un peu pas ressemble à ChatGPT d'aujourd'hui, mais c'est un programme qu'on appelle ELIZA dans les années 65. C'est le premier chatbot, mais c'était quelque chose d'assez basique. Ça pouvait te demander comment tu allais, tout ça, mais pas quelque chose qui va comprendre des figures, des styles ou l'humour ou le sarcasme. C'est vraiment quelque chose de basique. Dans les années 70, on change un peu, on quitte de la programmation en dur de toute la logique à un système où on mettrait des règles et à partir duquel le programme ferait une sorte d'inférence. Ça, on parle du prologue. Et c'est finalement, je pense, parmi les choses, les éléments clés. Donc, on est vraiment sur une intelligence artificielle qui est pas grand public. C'est réservé pour un usage qui va être plutôt institutionnel, je dirais. Mais c'est pas encore le grand public comme on le connaît aujourd'hui. En 1997, ça vaut quand même la peine de le mentionner. Il y a Deep Blue, cette intelligence artificielle qui a été spécialisée à jouer au chess et qui a pu battre le grand maître Garry Kasparov dans une partie, bien qu'il y a eu, Garry a eu à contester cette victoire-là, mais ça a été quelque chose d'assez majeur. Donc, après l'année 1997, je pense que on a connu tout ce qu'il y a eu en termes de données qui sont devenues plus disponibles. Il n'y a jamais eu autant de données produites. Et là, il y a eu des techniques telles que le machine learning et le deep learning qui euh, sont arrivés, le traitement du langage naturel qui sont arrivés et qui ont évolué parce qu'il y avait la disponibilité de données pour effectuer les entraînements. Et en 2011, on a IBM Watson qui a montré une évolution majeure quand même. Ce système a pu gagner un jeu où il fallait répondre rapidement à des questions de culture générale. C'était un modèle de langage un peu plus évolué qui s'apparente un peu plus à ce qu'on a aujourd'hui. Et durant ces 5 dernières années, c'est là qu'on a vu les intelligences artificielles génératives qui permettent de prédire le prochain caractère et avec tout ce qui va avec, donc meilleure compréhension de contexte et ça fait des conversations qui sont presque naturelles. Et dès lors, on peut affirmer que ce sont des éléments, des modèles qui ont passé le test de Turing. Donc, durant cette période-là, je pense 2020, jusqu'en 2022, ce sont des modèles de 2000, ce sont des modèles de LLM qui ont dominé, ont caractérisé et qui ont donné cette popularité à cette discipline.
Et aujourd'hui, en 2025, en 2026 plutôt, on parle beaucoup plus d'agents. Et dans le futur, ça reste encore de l'ordre de science-fiction, mais on parle de AGI, qui est l'intelligence artificielle générale et la super intelligence, euh, qui sont les prochains milestones dans ce domaine. Donc, on parle des expériences de labo, des projets futuristes, compromettés, sur lesquels il y a eu des investissements jusqu'à des usages populaires aujourd'hui qui arrivent à entrer dans notre quotidien. Donc, c'est un peu ça, j'ai fait un peu long, mais c'est ça le tour d'horizon sur d'où est-ce que ça vient, quand est-ce que ça a commencé. On voit que ça a commencé dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui. On parle d'agents un peu partout. Ok, merci beaucoup Junior pour cette overview. En tout cas, ça nous permet de voir d'où tout a commencé, les différentes évolutions et où nous en sommes et où est-ce que nous sommes en train d'y aller. Mais si nous regardons bien son évolution, au fait, nous pouvons voir qu'il y a eu une grande période de stagnation parce que en comparant par exemple à l'évolution de l'Internet et à l'évolution des autres systèmes, notamment les réseaux sociaux et autres, nous savons voir que ces technologies sont en train de croître à une vitesse qu'on ne peut l'imaginer, contrairement à l'intelligence artificielle qui a dû commencer dans des années 50, mais c'est après beaucoup d'années, on peut dire plus de 50 ans, que nous pouvons voir cet impact qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Alors, et aidez-nous à comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait cette stagnation de l'évolution de l'intelligence artificielle pendant toutes ces années. Bon, pour parler de la période de stagnation, avant bon, parler de cela, il faudrait, comme on dit, revenir un peu sur, comme on dit, les éléments qui marquent quand même la naissance aussi de l'IA, mais d'un point de vue business entreprise, d'un point de vue, d'un angle de business, un angle d'entreprise, pour mieux comprendre ce phénomène de stagnation-là, qui est lié justement beaucoup plus à un effet, à des données budgétaires, à des données économiques, au point que on peut dire que l'IA, au fait, est née pour l'entreprise à partir du moment où elle sort, au fait, d'un laboratoire. Parce qu'avant, c'était plus une idée de laboratoire, tu vois. Et cela est devenu un poste de dépense identifiable à travers des projets de recherche, des prototypes, puis des premières solutions. Et pour la plupart des organisations, on peut dire que c'était au fait une sorte de coût d'expérimentation. Un coût d'expérimentation. Quand on parle de coût d'expérimentation, je voudrais faire allusion aux recherches et développement, à la consultance, au matériel, plus qu'un investissement en fait standardisé au sens de la ROI. Ça veut dire donc du return on investment, un retour sur investissement. En fait, c'était l'un des grands challenges qui a fait que qu'on sente cette forme de stagnation, quoi. Parce qu'il y avait, comme on dit, une hésitation. Tu vois, les investisseurs se disent, OK, il y a une solution qui peut nous rapporter beaucoup d'argent, mais on n'est pas très sûr parce que, voilà, il y a des contraintes matérielles. On se dit, voilà, aujourd'hui, on parle d'usines milliards, mais c'est des milliards, tout ça. Alors, les investisseurs étaient réticents. Du coup, c'était donc l'idée de passer, n'est-ce pas, du laboratoire à un poste de dépense identifiable. Ça, c'est un élément très important. D'ajouter, on peut aussi dire que, je pourrais aussi ajouter, surenchérir en disant que, en fait, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on peut aujourd'hui intégrer, comme on dit, l'IA comme étant un levier opérationnel et non juste un pari. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus un pari plutôt qu'un enjeu vraiment opérationnel. Alors, quoi d'autre? Voilà, donc l'histoire de technologie, finalement, c'est une histoire de capacité aussi à financer, à industrialiser, à prouver de la valeur. Et c'est exactement ce qui explique justement pourquoi certaines époques ont été calmes, justement, avant ces stagnations-là, ont été calmes, et pourquoi aujourd'hui, avec ces solutions plus accessibles, elle devient un sujet vraiment incontournable avec, comme on dit, tous les remous qu'il y a. Et s'il faut mettre un accent sur des données historiques aussi, qui traduisent, qui sont la conséquence de la stagnation aujourd'hui, d'un point de vue économique toujours. Les marchés des systèmes experts, au fait, atteignaient environ
on peut dire, 1 milliard de dollars hein, en 1988, avant de chuter fortement en début des années 90. Voilà, donc c'était vraiment des expériences, comme je suis en train de le dire. Et à l'époque, les projets IA représentaient principalement des budgets, comme je l'avais dit, pour ne pas me répéter, en recherche et développement, des budgets en investissement lourd en matériel et en consultants spécialisés, qui étaient justement coûteux. Alors, et du coup, il aurait fallu attendre en tout cas près de 40 ans pour que l'IA reste, comme on dit, un centre de coût expérimental plus qu'un levier de performance mesurable. Voilà. Je pense que c'est suffisamment d'éléments qui peuvent aider à comprendre, comme on dit, cette stagnation-là, mais qui est beaucoup plus liée hein, au budget, beaucoup plus liée à l'investissement, à la définition de la valeur. Qu'est-ce que ça nous rapporte en termes de retour sur investissement? Ok, merci beaucoup Raphaël pour cette hypothèse. Nous savons clairement voir que non, comme si c'était un pari comme Junior l'a dit au début, on ne savait pas voir au fait quels seraient les retours sur investissement sur tous ces outils parce que aujourd'hui, comme nous pouvons le voir, les différentes intelligences artificielles, pour qu'ils arrivent à fonctionner et à produire de la valeur et avoir des rendus beaucoup plus concrets et beaucoup plus réalistes, nous voyons qu'il faudrait un grand investissement sur l'énergie, par exemple, il faudrait un investissement sur le matériel et aussi nous pouvons voir que non, il y avait déficit de matériel parce qu'il n'y avait pas de matériel qui avait de capacité suffisante. La puissance des calculs qu'on attend pour avoir un résultat beaucoup plus réaliste. Quels sont ces éléments-là qui ont pu débloquer maintenant cette évolution révolutionnaire de l'intelligence artificielle que nous pouvons voir aujourd'hui? Alors, pour répondre à cette question, je pense que euh, il y a les points que vous avez soulevés sur les questions de l'aversion au risque et des questions budgétaires, ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi ce qu'il ne faut pas nier. Quand vous cherchez dans l'histoire de l'IA, on parle des hivers de l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on parle des hivers, ce n'est pas qu'il y a eu des chercheurs qui ont fait des promesses et on a refusé d'investir. Il y a eu des investissements et il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues parce que la technologie ne permettait pas ça. Donc, ça d'une part, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder parce que il y a eu cette réticence-là des entreprises à, à investir parce qu'il y a eu des promesses qui n'avaient pas été tenues vu la technologie. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a permis cette démocratisation? Il y a d'une part, d'abord, les données qui sont disponibles. Lorsqu'on parle de machine learning ou de deep learning, ce sont des techniques, ce sont des techniques d'apprentissage qui ne vont pas se faire tant qu'on n'a pas à disposition une masse de données impossible. Et de l'autre part, il y a la puissance de calcul. La puissance de calcul, on avait dans les années 50 et ce qu'on a aujourd'hui en termes de puissance de calcul, ce n'est pas la même chose. La puissance de calcul est très loin et de très loin avancée. On a à notre disposition beaucoup de puissance de calcul pour faire ça. Parce que lorsque vous allez entendre parler de toutes ces questions de l'IA. On parle de la bulle de l'IA, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous allez entendre parler du nom de NVIDIA. C'est NVIDIA qui vend les GPU qui permettent ces calculs, qui alimentent tous ces data centers qui permettent de mettre ça en place. Lorsque Elon Musk a mis en place Colossus, le data center pour XAI, c'est à coût de centaines de milliers, je pense, de GPU de NVIDIA qui ont été mis en place pour que ça soit fait. Google a développé des TPU qui permettent de faire ces calculs-là. Donc, on a accès à la puissance de calcul. L'élément sous-jacent, bien sûr, c'est l'électricité. Ça, c'est accessible aussi aujourd'hui. Donc, il y a la puissance de calcul, il y a les données,
qui ont permis de mettre ça en place et la technologie, parce que les modèles, en tout cas pour les IA génératives, les transformers, ce n'est pas une technologie qui... C'est une technologie, bien sûr, relativement qui date, mais ces applications, avant, on n'avait pas ça dans les années 50 lorsqu'on était à ses débuts. Donc, il y a eu ces avancées-là du côté de la recherche aussi, qui, ensemble, ont permis des usages qui sont plutôt friendly au grand public. Et c'est ça qui a créé, d'une part, ce buzz. De l'autre part, on voit des résultats concrets et je pense que sur l'un point de vue de l'investissement aussi, il y a beaucoup plus d'attrait où il y a des investissements massifs qui arrivent sur les boîtes qui sont dans l'intelligence artificielle. Donc voilà la réponse euh, contextualisant un peu le pourquoi d'aujourd'hui. Junior a très bien, comme on dit, exposé la problématique, hein. S'il faut rajouter quelque chose, juste dans l'angle de la conception facile de toute personne qui connaît parler de NVIDIA, ok? En tout cas, un bon nombre de personnes ont entendu parler de CPU. Alors, il faudrait lui dire, voilà, si on a parlé de CPU pendant plusieurs années, eh bien, avec NVIDIA, on parle de GPU. Donc, voilà, tu as donc comme dit, des processeurs qui ont des capacités, n'est-ce pas, à pouvoir traiter des éléments graphiques, raison pour laquelle tu as le GPU là. Et c'est donc une technologie vraiment, comme on le dit, hein, qui fait vraiment avancer l'intelligence artificielle. Et tu as comme on dit, NVIDIA qui a des projets encore plus colossaux, hein, de pouvoir créer, comme on dit, des usines d'IA, OK, afin de pouvoir justement faciliter l'entraînement des données qui explosent en termes de zettabytes chaque jour ici, ça explose. Des données comme carburant justement de l'IA. Et pour les entraîner, il faut en tout cas des machines ou des composantes beaucoup plus sophistiquées. Et en parallèle, tu as les Chinois aujourd'hui hein, qui conçoivent des processeurs photoniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent traiter des éléments à la lumière, à la vitesse même de la lumière. Tout ça, c'est vraiment des enjeux, comme on dit, qui font qu'aujourd'hui, NVIDIA est ce qu'il est aujourd'hui et que les Chinois, parallèlement, je ne vais pas ouvrir le débat, font aussi dans le sens de pouvoir faire avancer la technologie de l'IA de manière globale. Parlons de l'intégration. Aujourd'hui, dans le développement, et surtout des logiciels métiers, nous voyons que la plupart des entreprises intègrent l'intelligence artificielle pour l'automatisation de certaines tâches, de certains éléments qui étaient répétitifs dans leur quotidien. Alors, pourriez-vous nous donner quelques exemples typiques de niveau d'intégration que vous avez eu à faire, que ce soit dans le développement d'une solution pour un client ou peut-être dans des logiciels métiers sur lesquels vous utilisez? En parlant de notre contexte, ou avant de parler de notre contexte, d'un point de vue général, aujourd'hui, euh, comme on dit, l'émanation ou l'expression de l'IA, en tout cas, se voit à travers pratiquement tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Ils s'intègrent dans tous les domaines et sans exception. Et pour revenir à notre contexte de travail, à notre contexte de banque, bon, donc là, je parle un peu plus, je suis un peu trop global, d'application, d'intégration dans nos applications. Effectivement, nous, avec mon équipe, nous intégrons déjà l'IA dans nos applications. Alors, je voudrais ici parler de manière plus explicite d'un produit que nous sommes en train de développer. Bon, ce n'est pas un secret. Et il s'agit de RAW AI, qui est en fait une solution qui permet ou qui permettra aux utilisateurs parce que c'est en phase de développement. Hein. Il y avait déjà une première partie, une première version release. Et nous sommes en train de travailler sur une deuxième. Et ben, cette application, OK, permet de pouvoir retrouver rapidement une procédure, une note de service, un document administratif, n'importe lequel de la banque, permettant à l'utilisateur de pouvoir, même, comme on dit, avoir la réponse exacte de ce qu'il cherche. Un peu à l'instar un peu d'un ChatGPT qui te donne, n'est-ce pas, une information précise sur une procédure afin de permettre au robinqueur de pouvoir soit s'enrichir ou d'avoir l'information rapide sur ce que dit une procédure. Là, il n'y a pas que les procédures, hein. C'est l'ensemble de toute la paperasse administrative, des notes de service, et, tout ce qui est document de gouvernance de la banque, en fait. Voilà.
Donc, Raw AI, aujourd'hui, est capable de te donner des informations précises, OK, sur une procédure quelconque ou un extrait de document quelconque. En plus de cela, nous sommes en train d'intégrer également l'IA dans nos flows. Parce que moi, je suis beaucoup plus... euh, je dirige une équipe qui développe des applications métiers. Hein, ce n'est pas toutes les applications, mais c'est des applications métiers qui concernent justement les workflows, hein, le flow de travail. Je donne un exemple banal. Vous avez un individu, un nouvel agent qui adhère à la banque. Il a besoin de ressources. Vous avez son chef qui initie une demande, OK, en matériel ou en équipement. Et vous avez, n'est-ce pas, une sorte de validation, de processus de validation qui quitte un point X à un point Y, Z, ainsi de suite, jusqu'à la clôture de toutes les validations. Et cela avec des contrôles intelligents, des notifications, ainsi de suite. Alors, là où l'IA, là où nous sommes en train d'intégrer l'IA, c'est par exemple au niveau de la reconnaissance automatique, par exemple, d'un type de réclamation. J'ai un exemple. Par exemple, Junior, comme on dit, Junior à la Robank, il s'est fait qu'il a fait un retrait fictif au niveau distributeur. Alors, plutôt que de venir en agence, il va se connecter à la plateforme et, comme on dit, écrire. Il peut même passer même par son Gmail et puis faire sa réclamation et l'envoyer. Tout comme aussi, il pourra se connecter à la plateforme, au portail de la Robank et faire sa réclamation. Et ce qui est intéressant maintenant, là où l'IA joue, ce sera justement la détection de la nature de la requête. Donc, vous comprenez là-bas déjà qu'il y a du NLP qui intervient et d'une transformation de cette requête en réclamation proprement dite avec génération d'une idée. Et du coup, c'est le flow qui sera déclenché par la suite, en sachant exactement à qui router cette demande-là. En vous entendant parler, nous avons l'impression que il y aura certaines personnes qui perdront leurs emplois parce que là, vous mettez en place un système dont certaines tâches qui étaient parfaitement exécutées par certaines personnes, mais qui vont être prises en charge par l'intelligence artificielle. Vu l'évolution des outils et par exemple par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, vous pensez que certaines personnes perdront leurs emplois vu que nous voyons qu'avec certaines automatisations, il y a certaines entreprises qui remplacent complètement certains postes par des outils IA. Oui, ça c'est une question à double tranchant, hein, une question assez facile et complexe. Hein. En fait, il faudrait d'abord souligner quelque chose. Hein. Euh, L'IA ne vient pas remplacer l'humain, euh, elle vient plutôt remplacer les tâches répétitives, n'est-ce pas, qui sont des tâches répétitives qui ralentissent la productivité de l'entreprise. C'est ça que l'IA vient remplacer. Ce n'est pas les humains. Quoique, on ne va pas se voiler la face. Il y a certaines analyses, en tout cas, certaines analyses qui démontrent, par exemple, le FMI, qui signale que jusqu'à 40% des emplois dans le monde seront exposés à des changements induits par l'IA. Hein, ce qui ne signifie pas forcément la suppression, mais une transformation profonde des tâches ou du rôle. Et même dans les économies avancées, on peut dire que cette exposition, en fait, peut même atteindre même jusqu'à 60% des emplois. Ça, on ne va pas se leurrer. Donc, il y a d'une part une création des tâches qui nécessite une retransformation, une requalification. Et d'autre part, ça c'est vrai qu'il y a des postes qui deviendront, comme on dit, sujets à des suppressions. Alors là, maintenant, l'engagement revient maintenant non seulement au management, mais beaucoup plus à l'individu. Il faudrait vraiment conscientiser l'individu à pouvoir, comme on dit, se lancer dans cette dynamique pour ne pas se retrouver en dehors du match, parce qu'il y a des emplois qui vont se créer, des nouveaux emplois qui vont se créer. Et pour être un peu plus précis, hein, il y a certaines choses qui disent voilà, qu'il y aura 92 millions d'emplois déplacés par l'IA dans le monde d'ici 2030, mais aussi 170 millions de nouveaux emplois créés, soit un solde net positif de plus de 78 millions d'emplois. Donc, il y a à boire et à manger dedans. D'une part, donc pour résumer, c'est vrai que ça constitue une menace pour ceux-là qui vont stagner, qui ne vont pas se lancer. Et d'autre part, ce sera une opportunité pour ceux-là qui vont se reconvertir ou se requalifier pour suivre le train.
Il y a beaucoup à dire dessus, mais je peux d'abord m'arrêter là pour l'instant. Alors, Junior, qu'en est-il maintenant des développeurs? Parce que ça crie partout, vu que aujourd'hui, l'IA peut complètement développer une application from scratch jusqu'à son déploiement. Et ça crie partout que les développeurs vont être remplacés, les développeurs ne sont pas utiles, ne sont plus utiles, disons, et que même une personne non développeur peut développer son application du début jusqu'à la fin, jusqu'à le mettre en production, sans pourtant taper la moindre ligne de code. Qu'en est-il de cet aspect? Est-ce que, parce que moi aussi je suis développeur, est-ce que nous sommes censés avoir peur de la disparition de notre emploi, ou qu'est-ce que nous sommes censés faire pour pouvoir s'adapter par rapport à cette évolution sans précédent de l'intelligence artificielle? Donc, pour répondre à la question, lorsqu'on parle de, je pense que ça a bien été souligné par Raphaël, la question de l'exposition à l'IA, on le voit sous plusieurs angles ou plusieurs manières cette exposition-là peut s'effectuer. On a l'automatisation, c'est-à-dire que voilà, je suis dans un call center, je remplace tout le monde par un chatbot qui va prendre les appels et loguer dans un CRM, je dis ça comme ça, et j'ai plus besoin de personne. Donc ça, c'est une automatisation, on remplace carrément tout le monde. L'amélioration, c'est-à-dire que je vais mettre l'IA en avant-première, c'est lui qui va être le chatbot que je vais mettre sur le site, il va prendre les tickets, les structurer et donner aux humains pour qu'ils prennent les actions. Donc là, l'humain revient sur quelque chose, il intervient de manière très minimale, mais là où c'est le plus efficace pour apporter les solutions, mais tout le travail de s'enquérir du problème, ça a été automatisé. Et pendant la restructuration, ça c'est cette notion où voilà, il y a cet emploi-là qui est automatisé, mais ça crée une autre opportunité pour un autre métier potentiellement nouveau qui va naître grâce à, à ce changement. Pour les développeurs, il faut maintenant voir c'était quoi la valeur ajoutée d'un développeur avant. Et aujourd'hui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il va apporter? Parce que si aujourd'hui, en 2026, un développeur se dit que sa plus grande valeur ajoutée, c'est de produire le code, c'est d'écrire du code, c'est vraiment, c'est un développeur qui est dépassé parce que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui de baser sa seule valeur à produire du code. Comment est-ce que cette posture-là se manifeste? C'est un développeur qui va dire non, moi, vos réunions ne m'intéressent pas, dites-moi juste ce qu'il faut faire et je vais le faire. Donc, une personne comme ça, qui ne s'intéresse pas au contexte métier, qui ne s'intéresse pas aux outcomes pour dire, Raphaël l'a mentionné tout à l'heure, c'était la notion de ROI, le retour sur investissement. Si le développeur va se dire, OK, moi je vais attendre qu'on me dise quel bouton mettre et où le mettre, je vais le mettre là, sans pour autant voir ce que son travail, qu'est-ce que ça fait dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, je dis ça comme ça, ou peut-être dans des institutions plus grandes, c'est un peu plus compliqué d'arriver à ça, mais on peut voir son apport parce qu'un développeur qui va faire une interface par laquelle les clients, je prends l'application Illico, à chaque fois que j'utilise Illico, peut-être c'est sur des urgences qui sont très critiques. Et s'il y a la moindre négligence qu'un développeur qui travaille sur cette application-là arrive, ça peut affecter des personnes qui doivent retirer de l'argent pour payer à l'hôpital et faire soigner quelqu'un. Donc, si on n'a pas la compréhension de ces enjeux, ce sont des développeurs clairement ici, dont l'apport n'est plus nécessaire, en fait, n'a aucune valeur, je dirais, parce que produire le code aujourd'hui, c'est quelque chose cette capacité d'exécution est facile, est devenue facile, est devenue accessible. Bien qu'il y a des nuances, bien sûr, si tu veux travailler dans un grand système, mettre en place quelque chose d'évolutif, si tu ne connais pas l'ingénierie logicielle, tu vas subir un peu les décisions d'une IA sans pour autant et en subir les conséquences plus tard. Mais aujourd'hui, ces genres de développeurs-là sont déjà remplacés, on va dire. Et sur certains types de projets, ce n'est même plus nécessaire d'employer un développeur parce que
c'est évident, ça peut être fait avec quelques prompts et le travail est réalisé. Donc, d'une part, on a des développeurs qui ont une certaine posture, qui sont dès lors déjà, je dirais, remplacés parce que les outils ont monté en capacité. Et puis, de l'autre part, on a euh, des personnes qui ont une certaine posture, qui vont avoir, qui ont, parce que on parle, c'est au présent, qui ont un gain de performance incroyable. C'est-à-dire que dès lors qu'on a bien compris les enjeux métiers et qu'on sait bien les décrire et qu'on sait faire les bons choix techniques ou savoir poser les bonnes questions pour avoir les meilleures recommandations en termes de choix techniques, ils arrivent à produire ce qui prenait 4 semaines à toute une équipe. En une journée de travail, ils arrivent à produire ça parce que, voilà, ils sont allés vraiment comprendre le vrai problème, les adresser en ayant les meilleures connaissances en ingénierie logicielle et on a des solutions qui sont pertinentes et qui répondent à des besoins réels. Donc, la phrase qui est revenue souvent, c'est en fait, aujourd'hui, il ne faut pas parier contre cette technologie. Vous allez entendre partout, on parle de la bulle de l'IA parce que si on regarde euh, purement d'un point de vue financier, la manière dont les investissements sont structurés, on sait voir qu'on est dans une bulle et que c'est vraiment une croissance qui est un peu artificielle qui est là. Mais le gain de productivité est réel et ça va rester. Parce que on peut tout dire de ce qui se passe, la bulle de l'IA, les bots sont surévalués, tout ça. Mais euh, le gain en productivité qu'on a en utilisant Cloud Code est réel. Et les produits qui sont en production aujourd'hui, qui sont générés par ça, ça reste réel. Donc, il y a d'une part des développeurs qui sont déjà remplacés, dont l'apport ne vaut presque plus rien, et d'autres qui vont restructurer, qui sont dans ce que j'ai appelé l'amélioration, ce qui est appelé plutôt l'amélioration dans l'exposition à l'IA, qui vont voir leur rôle un peu qui va devenir un rôle plus de manager des agents ou d'un reviewer de code d'un product ingénieur à la place d'être juste un simple codeur et qui vont profiter de cette productivité pour shipper en production plus vite et bénéficier de tout ce boost en performance qui arrive grâce aux IA. Aujourd'hui, sur le plan compétences, qu'est-ce que nous sommes censés retenir à ce qui concerne le développeur? Parce que là, nous voyons complètement que non, les rôles des développeurs n'est plus tout simplement à la production du code. Même en soi, ça n'a jamais vraiment été le cas pour un très bon développeur parce que nous partons sur le fait d'analyse du besoin, la modélisation et toutes les autres étapes du développement des logiciels avant même d'arriver au niveau de la production de code pour mettre en place le système qui est attendu. Alors, en lumière, s'il faut mettre en lumière sur base de compétences que les développeurs sont censés avoir maintenant, parce que nous voyons que le tap de code, parce qu'il y a certaines personnes qui s'est focalisées tout simplement à la production du code. Il apprend à coder tout simplement directement. Devrions-nous, ou en parlant par exemple des débutants, des jeunes développeurs, devraient-ils se focaliser sur le fait d'apprendre un langage de programmation ou une techno spécifique, ou bien vis-à-vis de tout ce que l'IA peut faire aujourd'hui en termes de coding, quelles sont les nouvelles compétences sur lesquelles nous devons nous focaliser en tant que développeurs pour ne pas être remplacés complètement par l'intelligence artificielle? Juste avant de répondre, parce que j'ai peur que ce conseil vieillisse très vite, donc je vais rappeler la date, c'est samedi 14 février 2026. C'est avec les connaissances qu'on a aujourd'hui que je donne cette réponse, parce que on va regarder ce podcast peut-être dans 6 mois, on va se dire, mais lui, il est fou, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, avec ce disclaimer-là, je vais répondre en disant que aujourd'hui, à un développeur, la capacité d'exécution est disponible. Donc, si aujourd'hui, tu ne fais pas les meilleurs choix techniques, c'est parce que tu ne les connais pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas possible de les faire. C'est parce que tu ne les connais juste pas. Les attentes
sur le plan technique, bien que on va dire que produire du code, c'est quelque chose d'évident, mais la qualité, l'exigence sur la qualité du code est plus stricte que jamais. Parce qu'on sait que c'est possible maintenant. C'est, ça serait se tromper de dire à ces développeurs que euh, apprendre le code, ce n'est pas nécessaire. C'est très nécessaire parce que si c'est dans ça que tu t'orientes, en tout cas à un certain moment, ce que tu feras sera audité, on verra que non, ce que tu as fait, tu ne maîtrises rien et on ne peut pas se permettre ça. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, ou il y a 8 ans, on avait ce débat de, voilà, je vais utiliser le langage lui-même, je vais utiliser les frameworks. Ceux qui utilisaient les langages disent que voilà, il y a une grosse couche d'abstraction, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Mais aujourd'hui, les gens envoient des applications en production sans avoir même vu le code qu'il y a derrière, alors que c'est des développeurs. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. Le conseil, pour revenir à la question de base, c'est aujourd'hui, l'IA permet aussi, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais aujourd'hui, l'IA permet d'avoir accès à la connaissance à la demande. C'est-à-dire que aujourd'hui, Open Classrooms, les parcours Open Classrooms pour devenir développeur, ça coûte 9 000 euros pour avoir un mentor qui va te suivre. Mais aujourd'hui, ce mentor-là, tu l'as avec 20 dollars par mois. Donc, il n'y a plus d'excuse de dire que je ne peux pas me former, ça me prend trop de temps de former, ça ne va pas te prendre trop de temps de former parce que tu as des mentors qui ont le dernier modèle, je pense que c'est le 5. Les modèles 5 de OpenAI. On dit c'est Research Grade Level Intelligence. Donc, tu as la capacité intellectuelle d'un PhD qui est carrément à ta disposition. Donc, il y a plus d'excuses parce que le mentoring est là, c'est disponible, c'est à 20 dollars le mois, moyennement, et on peut y avoir accès pour apprendre plus vite. Et lorsqu'on va apprendre plus vite, on va aller vraiment faire les choses bien, aller jusqu'au fond et comprendre bien les choses. C'est-à-dire que l'ingénierie logicielle, on va apprendre les architectures, on va apprendre les design patterns, on va apprendre la modélisation des données, on va apprendre toutes ces choses-là. Mais on sait que cet apprentissage, c'est pas pour que je sois l'exécutant qui va aller tout mettre en place. Non, je vais connaître ces pratiques et je vais les implémenter en utilisant peu importe la dernière technologie qui sera là. Donc, je sais que peut-être moi, mon rôle, ça va être d'écrire, bien documenter le fichier agent.md, dans lequel je vais dire que voilà les architectures qu'on va utiliser, voilà les consignes d'implémentation pour les cron jobs, voilà les consignes d'implémentation pour les tâches asynchrones, voilà comment est-ce qu'on va la politique pour traiter les tâches de fond qui auront échoué. Ça, c'est là où j'apporte de la valeur. Mais mettre ça en place en codant, en utilisant RabbitMQ, peut-être moins, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en 1 seconde ou en 2 secondes en écrivant le bon prompt. Donc aujourd'hui, pour résumer mon conseil, c'est l'apprentissage est plus facile que jamais parce que la connaissance instantanée avec des mentors les plus compétents est à notre disposition et moyennant pas grand-chose. Donc il faut passer par là obligatoirement. Expérimenter beaucoup, construisez des choses avec ce que vous apprenez et vous allez le faire plus vite parce que vous avez accès. Développer cette capacité à regarder, cette curiosité, il faut pas perdre ça et ne pas se faire inonder parce que aujourd'hui, on va voir que j'ai eu à travailler, à faire tout un produit avec Antigravity de Google. Et là, j'ai passé beaucoup de temps, moins de temps à écrire du code, mais j'ai passé beaucoup de temps à lire parce que je devais... C'est la seule occasion qu'on aura accès à la lecture de ce code-là, c'est pendant est-ce que c'est généré. Donc, on a chaque user stories qui est créé, qui est mis en place. Je m'assure que voilà, le modèle respecte bien les consignes d'implémentation que j'ai mis. Et en suivant ça, c'est vraiment beaucoup de travail de revue de code. Je faisais même la revue de code en
générant du code avec anti-gravity, envoyer ça en ligne faire un pull request sur GitHub, review avec Copilot, relire le code moi-même avant de fusionner. Tout ça pour avoir gardé la maîtrise, en tout cas, sur les consignes d'implémentation qui ont été mis en place. Donc, aujourd'hui, l'exigence est grande, mais les capacités d'apprentissage et d'exécution sont aussi là à notre disposition. Donc, il n'y a pas d'excuse pour bien faire aujourd'hui. Et les développeurs juniors, bien que c'est plus difficile qu'avant, mais je pense qu'ils ont encore leur chance d'entrer dans le métier. Là, nous arrivons à la fin de notre épisode. J'aimerais juste recevoir quelques conseils auprès de vous pour nos auditeurs, peu importe les domaines, que ce soit développeurs, spécialistes en marketing digital, data analyst ou des domaines connexes, designer, parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce que Nano Banane fait, c'est exceptionnel. Quels conseils donnerez-vous à nos auditeurs par rapport à cette évolution de l'IA? Quels conseils donnerez-vous à tout le monde, peu importe son domaine? OK. Ce que je conseillerais, en tout cas, ça concerne, comme on dit, différents acteurs. Je commence d'abord par les acteurs je commence d'abord par les juniors. Le conseil que je donnerais aux juniors qui viennent apprendre, qui apprennent le développement, c'est qu'il faut leur dire que l'IA doit être utilisée non pas comme béquille, mais plutôt comme levier. Ça veut dire, et du coup, ça engendre aussi une responsabilité de leur formateur. D'abord, le junior lui-même, il faudrait le conscientiser, le faire comprendre que c'est très bien de faire du vibe coding, c'est très bien de générer du code, mais le jour où ta connexion va s'arrêter, tu seras le plus bête développeur et tu ne pourras même pas, comme on dit, réussir à une interview. Parce que nous, quand nous faisons passer nos interviews pratiques, on ne te donne pas l'occasion de faire de l'IA. Tu vas coder sans assistant, du moins, je ne parle pas de l'intelligence, sans assistant IA. Tu codes vraiment, on voit si tu connais. Donc, il faut d'abord connaître avant d'utiliser l'IA. Et cela implique une responsabilité des formateurs. Je pense bien que les formateurs aussi doivent mettre l'accent sur ça, dans la mesure où ils doivent s'assurer que ces étudiants se concentrent d'abord sur les connaissances avant d'utiliser l'IA. Moi, par contre, j'apprécierais si j'avais un centre de formation, je m'arrangerais à ce que les étudiants, de manière pragmatique, utilisent les machines que je mets à leur disposition en sachant que j'ai enlevé tout ce qui est IA dedans, afin de me rassurer qu'ils connaissent, et ensuite leur apprendre maintenant, lors d'une occasion, d'interagir avec l'IA pour être plus rapide et plus productif. Voilà, ça c'est dans le deuxième pôle. Le troisième pôle, c'est au niveau des salariés, au niveau des gens qui travaillent en entreprise. En tout cas, les chefs d'entreprise ne badinent pas sur ce côté-là. Tu me produis un résultat efficace et avant tout le monde, afin que je sorte mon produit avant tout le monde. Je passe sur le go sur market le plus vite possible avec une solution efficace. Peu importe le produit ou la plateforme que tu utilises, j'ai besoin de la solution rapidement. Il va sans dire que ceux qui sont dans le milieu professionnel, en plus des connaissances qu'ils ont, ils doivent absolument intégrer les outils IA pour être plus productifs et plus rapides. S'il faut faire du RAD pour les développeurs, il faut le faire à travers le low-code, no-code. C'est ce que nous faisons à la Robank. Nous utilisons la Power Platform pour aller plus vite, n'est-ce pas, et produire rapidement des résultats et des résultats efficaces. Voilà. Et je pense bien que ce sont les pôles sur lesquels je peux m'appesantir. Et le reste, maintenant, des utilisateurs lambda, ils doivent se concentrer sur un seul outil qui ne s'éparpille pas. S'ils doivent suivre la tendance que nous avons dans YouTube, les gens, ils vont se perdre. C'est facile de se perdre. Vous entendez que voilà, DeepSeek a fait ceci. Les benchmarks ont fait la cotation, ils sont au-delà de ChatGPT. Oh, Claude vient de lancer Cowork. Voilà, voilà. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent perturber un utilisateur lambda qui est censé avoir des bonnes ressources ou des bonnes connaissances sur un outil de renommée qu'il suit constamment et donc qu'il utilise dans son day-to-day. Je vais donc m'arrêter par là en disant que l'IA devrait être donc utilisée, comme je le disais, comme levier de développement plutôt que comme béquille. Merci. Je pense que la phrase de Raphaël résume bien cette posture de dire que ça doit être utilisé comme un levier et une béquille. Ça, je pense que ça
Ça résume assez bien la posture qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut, en tout cas en faisant mes recherches, l'élément clé que j'ai vu, c'est vraiment, il ne faut pas parier contre cette technologie. Il ne faut pas parier et dire que voilà, ça n'arrivera jamais à faire ça. C'est pas en demandant à ChatGPT 1 plus 1 égale combien, il se trompe sur ça pour dire que voilà, on n'a rien à craindre, on peut garder ce qu'on fait aujourd'hui. Rien ne va changer, on est safe. Je pense que les choses changent déjà. Il faut suivre le train. Et je pense pour les entreprises, je pense qu'il y a des entreprises selon leur niveau de maturité. Il y a beaucoup qui vont subir cette adoption. Ils vont se retrouver dedans malgré eux. Ça va venir des employés et non que ce soit une politique. Je pense que là, il faut peut-être beaucoup plus, surtout pour les dirigeants, d'avoir ce recul-là et de maîtriser cette adoption parce que ça ne vient pas sans risque. Il y a des risques qui arrivent avec cette adoption et mieux vaut avoir une approche qui est plutôt avant-gardiste, qui va avoir une adoption maîtrisée pour profiter au maximum de la productivité qu'offrent ces technologies. Voilà pour moi. Merci Raphaël, merci Junior pour votre disponibilité et pour cet échange très enrichissant. Pour ceux qui sont en train de nous écouter, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de repartager et aussi de mettre un commentaire. Ça nous permettra tout simplement d'être très bien classés sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous suivre. Alors rendez-vous dans un prochain épisode.